Le vendredi 15 mars dernier a eu lieu une grève mondiale des jeunes pour le climat. Jamais un mouvement étudiant n'a eu de si grande ampleur à l'échelle internationale. De Montréal à Falun en Suède, en passant par Lyon, Newcastle, Lille ou encore Gérone en Catalogne, mais bien d'autres encore, près de 1300 manifestations, rassemblements ou autres actions de protestation ont eu lieu dans 90 pays différents. Pas pour l'écologie, trop pas pour le capitalisme, c'est la politique du gouvernement. À l'origine de cela, Greta Thunberg, une jeune activiste écologique suédoise de tout juste 16 ans. Après avoir fait grève chaque jour pendant 3 semaines devant le Parlement suédois, durant les élections générales de son pays en septembre dernier, elle décide de continuer chaque vendredi une fois les élections passées. Si sa prise de conscience semble être arrivée très jeune, lorsqu'elle avait 8 ans selon ses dires, elle a décidé de se mobiliser après la vague de chaleur inédite qu'a connue la Suède l'été dernier. Et des millions de jeunes du monde entier ont décidé de l'imiter. Parce que ces jeunes qui ont battu le pavé le 15 mars ont cessé d'écouter, depuis qu'ils sont nés, la fin programmée de notre civilisation si rien ne change. Alors d'un bout à l'autre de la planète, on trouvait les mêmes slogans. Il n'y a pas de planète B, cette planète devient plus chaude que DiCaprio jeune, la bière chaude n'est pas vraiment bonne, mais aussi et surtout, changeons le système, pas le climat, ou sa variante, changeons les politiques, pas le climat. Bah oui, parce que ça fait plus de 30 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, mais qu'aucune mesure réelle n'est prise pour lutter contre la catastrophe annoncée. Du coup, les prévisions sont devenues réalité, les derniers événements météorologiques extrêmes qui se répètent de plus en plus souvent le montrent. Les niveaux de la mer qui ne cessent d'augmenter et de la glace qui ne cesse de baisser sont d'autres témoins de cela. La science va dans le même sens. Le dernier rapport des experts climatiques internationaux, le GIEC, déclare l'augmentation de la température de 1 degré est déjà en cours. Ainsi, il semblerait que de plus en plus de citoyens prennent conscience de l'urgence climatique et s'en inquiètent. Il n'y a qu'à voir en France où la protestation civile est grandissante. On a vu des gens de plus en plus nombreux marchant pour le climat chaque mois. Une marche a d'ailleurs eu lieu le 16 mars dernier au lendemain de la mobilisation internationale. Puis on a aussi pas mal entendu parler de l'affaire du siècle. Les 4 associations, Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France, qui ont décidé d'attaquer l'État français afin de le contraindre par la loi de répondre à ses engagements en matière de transition écologique, notamment ceux pris lors de la COP21. Et la veille de la grande mobilisation internationale, le 14 mars, ces 4 associations ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris. Cette action en justice est soutenue par plus de 2 millions de citoyens signataires de la pétition. Mais si la mobilisation s'est intensifiée ces dernières années et la prise de conscience s'est grandement élargie, les modes d'action militants se répètent et les impacts restent très minoritaires, comme le souligne la récente vidéo de la chaîne militante Partager c'est sympa. Pendant ce temps-là, 22% de la grande barrière de corail a aujourd'hui disparu en Océanie. Depuis 2003, l'Asie du Sud a vu 15% de sa forêt s'en aller, le Brésil 20% de sa forêt amazonienne depuis 1979. Les 3/4 des insectes volants ont disparu en Allemagne en 30 ans. L'Afrique a perdu 111 000 éléphants en 10 ans, ils sont plus que 400 000. Plus de 700 espèces se sont éteintes et 12 500 sont menacées. Alors ces chiffres on les connaît, il ne s'agit pas de jouer la catastrophe ici. Mais la Terre est bel et bien entrée dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, comme l'indique le rapport de 2016 au Congrès mondial de géologie. Toutefois, dans la seconde partie de son rapport, le GIEC indique aussi que la limite à une augmentation de la température ne dépassant pas les 1,5 degré est encore possible. À condition qu'on se bouge vraiment et maintenant, puisque l'activité humaine est responsable à 95% de ce réchauffement, nous disent-ils. Le problème, c'est qu'il semblerait que tout le monde ne soit pas prêt à se bouger réellement. Un exemple, c'est la fuite en septembre dernier d'une note de Business Europe qui était censée rester confidentielle. Alors Business Europe, c'est le MEDEF européen, donc les grands patrons européens. Et après l'ambition annoncée par la Commission européenne de relever le seuil de réduction des gaz à effet de serre, une note du syndicat patronal européen a été rédigée et voilà ce qu'on y trouve. Toujours être plutôt positif tant qu'il s'agit d'une déclaration politique qui n'a pas d'impact sur la législation européenne, mais s'opposer à l'augmentation des ambitions en utilisant les arguments habituels que nous ne pouvons agir seuls dans un marché mondialisé et qu'on ne peut pas compenser pour les autres. Remettre en question le processus de décision. Pour pouvoir le ralentir donc. En gros, les déclarations de façade pour l'écologie, oui. Changer notre fonctionnement, non. Et cette hypocrisie-là, présente dans les institutions de pouvoir, c'est ce qu'a dénoncé Nicolas Hulot en quittant le gouvernement en août 2018. L'ONU elle-même parle d'écart catastrophique entre les résolutions prises lors des accords de Paris et l'action réelle des États. La conséquence de cela,
c'est que de plus en plus de personnes décident d'exprimer leur mécontentement et que les discours se radicalisent. L'historien directeur de recherche au CNRS Christophe Bonneuil a donné récemment un entretien pour Basta Mag. Voilà ce qu'il y déclare. Ce qui gronde devant nous n'est pas une crise climatique à gérer avec des solutions ou une mondialisation économique à réguler, mais la possibilité d'un effondrement du monde dans lequel nous vivons, celui de la civilisation industrielle mondialisée issue de 5 siècles de capitalisme. Les plus pauvres peuvent perdre encore plus, et les 1% les plus riches s'en sortir très correctement. Et en fait, c'est déjà ce qui se passe. En 2017, les 1% les plus riches du monde ont capté 82% des richesses générées, alors que la moitié de la population mondiale la moins aisée n'a rien eu du tout. Un récent rapport de l'ONG Carbon Disclosure Project prouve que depuis 1988, année où l'on a officiellement reconnu l'activité humaine comme responsable du réchauffement, 71% des gaz à effet de serre sont dus à l'activité de seulement 100 entreprises d'extraction des hydrocarbures. Mais si on a le sentiment d'un avenir noir dans nos sociétés occidentales, c'est déjà le présent de nombreuses populations. Les premières touchées par la sécheresse et les conflits liés au manque de ressources se trouvent dans les pays les plus pauvres. Et tout cela, logiquement, entraîne un déplacement de population qui ne cesse de grandir. La Banque mondiale prédit 140 millions de réfugiés climatiques pour 2050, c'est-à-dire demain. Mais contrairement à l'idée largement véhiculée de subversion migratoire en Europe, pour le moment, le flux migratoire touche principalement les pays pauvres entre eux. En 2015, un rapport de l'ONU nous montre que 52% des émigrants africains émigraient dans un autre État africain, contre seulement 27% en Europe. Toutefois, les murs se construisent, les discours politiques anti-immigration ont le vent en poupe, et une personne sur 18 ayant tenté de traverser la Méditerranée est morte en 2018. Et puis, la raréfaction d'un produit entraîne l'augmentation de son prix et de fait son accessibilité aux plus aisés d'entre nous. C'est pour cela que de plus en plus d'actions collectives fleurissent, telles qu'on l'a vu le vendredi 15 mars dernier, et qui se répètent chaque vendredi dans certaines villes. Car de plus en plus de personnes ont le sentiment que les changements d'habitude, les changements à échelle individuelle, sont nécessaires mais ne suffisent pas. Et c'est peut-être là l'un des points clés de la lutte contre le changement climatique. L'opposition intemporelle entre écologie individuelle et écologie politique semble s'émietter lentement pour laisser place à une unification des forces. Alors certes, il existe toujours des idées et des opinions différentes dans ce mouvement d'ampleur grandissante. Mais le constat qui semble peu à peu faire l'unanimité en son sein, après 30 ans d'immobilité politique, c'est que les compromis ne suffisent plus, que les petites réformes ne changeront rien, que les petits pas ne suffisent pas, pour reprendre le slogan. Et à travers l'ensemble des actions collectives que l'on a évoquées, on retrouve donc la volonté de s'organiser collectivement pour former un front écolo-social. L'objectif étant de peser dans le rapport politique, d'une part pour défier les politiques productivistes menées par le gouvernement, toujours prêtes à se donner une caution écolo. On le voit encore avec la récente candidature de Pascal Canfin, ex-président de la WWF, en tant que numéro 2 sur la liste de la République En Marche pour les élections européennes. Lui qui avait pourtant déclaré en août 2018 que, je cite, « la leçon à tirer du départ de Nicolas Hulot est que ça ne peut plus continuer comme ça ». Et de plus, le second objectif qui semble apparaître dans cette structuration collective est de faire face à l'émergence grandissante d'un écofascisme, autrement dit l'apparition d'un fascisme 2.0 déguisé en vert.